Vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal. La question de la prime des fonctionnaires et agents de l'État reste au cœur des débats. Hier, la ministre Anne-Désirée Ouloto a échangé avec les principales organisations syndicales du secteur éducation-formation à l'ENA. Cette rencontre visait à évaluer à mi-parcours la mise en œuvre du chronogramme établi à Grand-Bassam dans le cadre des réflexions sur cette revendication. Silencieux, non polluant et de plus en plus visible sur nos routes, les véhicules électriques s'imposent progressivement en Côte d'Ivoire, alors que l'Occident a fixé 2035 comme date butoir pour la fin des voitures thermiques. Notre pays prépare sa transition. Mais comment s'organise-t-il pour réussir ce pari énergétique et quel rôle jouent les initiatives privées dans cette mutation? Un grand reportage nous plongera dans les coulisses de la mobilité électrique ivoirienne. Et puis, nouveau bras de fer à Washington. Le président Donald Trump a court-circuité le Congrès en supprimant près de 5 milliards de dollars d'aide internationale. Une décision jugée illégale par plusieurs institutions américaines qui dénoncent une manœuvre politique. Cette aide visait l'ONU, les opérations de maintien de la paix et plus de 3 milliards pour le développement. Commençons cette édition par la fonction publique. Le dossier brûlant des primes reste au cœur des discussions entre l'État et les syndicats. Anne-Désirée Ouloto a réuni les centrales syndicales hier à l'ENA, l'École nationale d'administration, pour une évaluation à mi-parcours du chronogramme déjà engagé. Une étape cruciale après la rencontre de Grand-Bassam pour rapprocher les positions et calmer les tensions. Un reportage de David Soyo. Anne-Désirée Ouloto face aux centrales syndicales. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, dialogue avec les acteurs des organisations syndicales du secteur éducation, formation. Au cœur des échanges, l'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du chronogramme de travail pour l'examen de la revendication relative à la prime des fonctionnaires et agents de l'État. Autrement dit, mesurer de façon objective les avancées réalisées, identifier les contraintes persistantes pour permettre au processus engagé d'aller jusqu'à son terme. Je voudrais indiquer que ce sont des attentes légitimes, mais en même temps, le gouvernement est dans une approche pour lui permettre de mieux apprécier les attentes de ces différentes organisations syndicales, de telle sorte qu'on puisse toujours continuer donc de leur offrir ces améliorations de conditions de vie et de travail. Les centrales syndicales placent beaucoup d'espoir en cette rencontre. Ce que nous souhaitons, le dossier est déjà dans les mains du gouvernement, un processus a commencé, un travail est en train d'être élaboré. Pour nous, c'est que ce travail puisse aboutir à l'octroi de la prime d'incitation en faveur des personnels du secteur éducation-formation. Le processus suit son cours normal. Il évolue même très bien. Parce que l'atelier de Grand-Bassam qui s'est tenu en avril 2025 a échafaudé un certain nombre de points à explorer, notamment 8 points. Et c'est le 6e point d'atteinte que nous avons réalisé aujourd'hui ensemble. Cette rencontre est la première du genre après celle de Grand-Bassam. Elle dénote de la volonté du gouvernement de poursuivre le dialogue avec les centrales syndicales dans le but de trouver une solution pérenne aux revendications des fonctionnaires et agents de l'État. De la fonction publique, prenons maintenant la route et une route qui change, celle de la transition énergétique. Les véhicules électriques font progressivement leur apparition sur nos axes, silencieux, non polluants. Ils incarnent l'avenir. Mais la Côte d'Ivoire est-elle prête pour ce virage technologique annoncé incontournable dès 2035? Suivons ensemble ce grand reportage de Victorine Yaoyoboué, Gilles Tonia et Michel Kwame. Nous avons rendez-vous avec un Noblé, un conducteur de VTC électrique à Abidjan. Auparavant chauffeur de taxi à moteur thermique, il explique la raison de ce basculement vers le véhicule électrique. J'ai opté pour le véhicule électrique parce que c'est plus économique. Déjà avec le véhicule thermique, quand tu mets tes 25 000, tu fais toute ta journée. Avec le véhicule électrique, tu as fait ton rechargement de 10 000
tu fais toute ta journée. Voilà, ça te permet d'avoir plus de 15 minutes dans ta poche encore. En tant que chauffeur de VTC, tu fais attention à ton carburant. Oh, avec ça, là, tu es à l'aise avec la climatisation, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de clients qui apprécient les véhicules électriques, m'appellent. C'est déjà un bon point pour les véhicules électriques. Un client attend effectivement à Noblé, à une rue donnant sur le boulevard Charles Bonzado Bailly, à Cocody en Gré. Je suis en train de prendre les renseignements avec le conducteur, celui qui m'a dit que le prix était un peu élevé, mais le rechargement était bas. Vous-même, vous constatez aujourd'hui, la vie est devenue très chère. Le prix du carburant augmente à tout moment. Ce serait souhaitable d'avoir un véhicule électrique à prix réduit pour que tout le monde s'y mette, pour que nous puissions ensemble lutter efficacement contre la pollution. Le client fidèle déposé, nous retrouvons à Noblé. Curieux que nous sommes de savoir comment il fait la maintenance de son véhicule électrique à Abidjan. Je me rendais même à un garage. C'est chaque mois que je vais pour voir un peu comment va le véhicule. Voilà. Donc vous allez nous faire visiter? Oui, donc je vais vous faire visiter le garage et on verra. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Ça va? Oui, ça va bien. Oui. Ouais, je suis venu pour le check de mon véhicule là. Check du véhicule. Oui, oui. D'accord, il faut bien garer. Ok. Un atelier visiblement moderne et équipé avec des mécaniciens à la tâche. La citadine ne tarde pas à passer entre les mains des techniciens pour sa révision. Un check, c'est un contrôle général sur tous les aspects du véhicule, que ce soit électrique, électronique, mécanique. Pour là où il y a des capteurs qui nous permettent de faire ce qu'on peut dire en langage facile, une radio pour un véhicule. Et souvent, ça ne nous permet même pas de prendre une clé. C'est-à-dire qu'à partir de l'ordinateur, on peut faire une reprogrammation, on peut faire une réparation et le véhicule sort sans autre anomalie. Comme le conducteur de VTC, ces mécaniciens travaillaient déjà sur les moteurs thermiques avant de se former à l'électrique sur initiative de la responsable de cette structure. Aujourd'hui, l'expertise que nous avons est venue des formations avec certains partenaires. On a fait également voyager nos équipes internes à l'extérieur. En plus de l'expertise, nous avons aujourd'hui des équipements qui nous permettent de pouvoir réaliser à bien nos tâches. La maintenance, un maillon de la chaîne qui rassure les utilisateurs de véhicules électriques en Côte d'Ivoire, au point où certains entrepreneurs dans le VTC sont en train de migrer vers le véhicule électrique. À la base, on avait des véhicules thermiques qui nous coûtaient énormément en termes de carburant. Ça représentait à peu près un tiers de notre chiffre d'affaires mensuellement. Donc on a regardé ce qui se faisait sur le marché, qui apportait de l'innovation surtout. On est plutôt satisfait, on va dire, des tests qu'on a faits. Aujourd'hui, on dépense moins. Décidément, les femmes entendent conquérir le secteur de l'électrique en Côte d'Ivoire. Après les maillons de la maintenance et de la flotte automobile, une autre femme se positionne sur le segment des bornes de recharge. Nous avons créé une application qui s'appelle Neo Charging qui permet aux utilisateurs finaux des véhicules électriques de pouvoir se localiser et trouver des bornes de recharge et payer par mobile money. Quand on a une voiture thermique, on peut aller facilement à une station d'essence. On a voulu créer ce même environnement pour les véhicules électriques. Donc aujourd'hui, on a une trentaine de bornes qui fonctionnent, que ce soit à Abidjan ou même Boaké Yamoussoukro et jusqu'à Korogo. L'électromobilité, on parle d'électricité et on ne peut pas s'improviser. Il faut que ça soit structuré, il faut que les personnes qui interviennent soient formées, rendent un service sécurisé et de qualité aux utilisateurs. De l'importation à la maintenance des véhicules électriques en Côte d'Ivoire, c'est tout un écosystème qui petit à petit se met en place. Les différents acteurs l'ont compris, il faut avancer en synergie afin de relever les défis actuels et futurs. On a de la chance, je pense, aujourd'hui en Côte d'Ivoire d'avoir plusieurs acteurs qui proposent différents véhicules pour différents budgets, pour différents usages, pour différents besoins. Aujourd'hui, il y a un sujet qu'on traite et qu'on pousse avec la PEM, c'est le sujet notamment de la puissance fiscale. C'est une formulation qui existe depuis 1964, si ma mémoire est bonne, et qui ne prenait pas forcément en compte tous les sujets actuels pour avoir justement un calcul qui soit équitable par rapport aux véhicules thermiques.
La migration de la voiture thermique vers l'électrique figure bel et bien à l'agenda de l'État de Côte d'Ivoire, même si les résultats à ce jour sont nettement en deçà des ambitions affichées. Étienne Dac, coordonnateur des actions de l'État pour la mobilité verte, précise que le gouvernement projetait la mise en circulation de 4 000 à 6 000 véhicules électriques sur le territoire ivoirien en 2024. En 2025, soit une année après, nous en sommes à environ 500. À ce rythme, la volonté du gouvernement d'intégrer 10% de véhicules électriques au parc automobile de l'État d'ici à 2030 semble irréalisable. Alors que l'Occident compte bien arrêter la construction d'automobiles à combustion thermique à l'horizon 2035. Comme solution, les acteurs préconisent. Il y a plusieurs pays en Afrique qui sont nos voisins, comme le Togo, le Bénin et le Ghana, où c'est zéro taxe quand la voiture électrique arrive. Pour promouvoir l'électromobilité, il va falloir qu'on trouve une solution pour aider ceux qui acquièrent cette nouvelle technologie. Les consultants internationaux sont du même avis sur la question. La transition énergétique étant devenue non pas un choix, mais une nécessité. Et pour accompagner cette dynamique en Côte d'Ivoire, des concessionnaires ont jugé bon de mettre des véhicules hybrides sur le marché. Une initiative que des défenseurs de l'environnement trouvent judicieuse. Passer à l'électrique, c'est montrer que la mobilité propre peut être réelle en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. L'environnement aussi, c'est l'alternative. Il faut penser à l'alternative. Donc l'hybride peut être une belle alternative, le temps qu'il y ait un maillage sur le territoire national de bornes électriques. Avec cette mobilisation des acteurs privés, de la société civile et la volonté affichée du gouvernement afin de lever les éventuels verrous, la Côte d'Ivoire est bien partie pour adopter le véhicule électrique, ce qui est un grand pas vers la mobilité verte. À bord de l'auto électrique, un document signé Victorine Yaoyoboué, Gilles Tonia et Michel Kwame. Et puisqu'on parle de route, restons-y, mais cette fois sur le terrain de la discipline. À la Direction générale des transports terrestres, la 7e session de la commission de retrait de permis a examiné des dizaines de cas graves, des décisions fermes allant de suspension temporaire à des annulations définitives pour responsabiliser les automobilistes et sauver des vies. On en sait plus avec Yona Dianoré et Jean-Louis Bongbo. Ivresse au volant, excès de vitesse ou encore délit de fuite. Ce sont autant d'infractions sur lesquelles ont statué les membres de la commission de suspension et de retrait du permis de conduire. À l'issue de cette 7e session de l'année, plusieurs conducteurs ont vu leur permis suspendu et d'autres s'en sont vus privés définitivement. J'étais sur ma voie principale, donc il y a des motocyclistes, ils prennent sens inverse, puis ils viennent me coigner. Il y a un mort d'homme, donc c'est parti en prison, ça fait 3 mois. Donc je ressors. On dit le permis, on le juge. À travers ces sanctions, l'État entend envoyer un signal fort. Sur les routes, l'irresponsabilité ne restera pas impunie. On est dans un environnement qui connaît une mutation. Aujourd'hui, les usagers vulnérables sur la route deviennent de plus en plus nombreux. Vous avez vu la prolifération des engins à 2 et 3 roues. Donc cela vient encore enfler l'incivisme qui était déjà sur nos routes. Mais nous continuons de les sensibiliser. Et on sensibilise aussi tout le monde, que vous soyez à bord de véhicules avec 4 roues, 2 roues ou 3 roues. Tout le monde est interpellé parce que les routes sont des espaces de vie et non des espaces de mort. Sur un total de 41 dossiers programmés, 28 ont abouti à des sanctions fermes, 3 à des sanctions avec sursis et 2 permis restitués. On va à présent parler habitat à Kupezedji. Le chantier des 1160 logements sociaux se poursuit sous l'œil vigilant du ministère de la Construction. L'objectif, c'est 1. Livrer à temps. 2. Offrir des maisons à coût réduit. Et 3. Garantir un cadre de vie digne aux familles ivoiriennes. Astou Touré, Issa Dambélé. Ferrailleurs, boiseurs et maçons sont à l'œuvre sur ce chantier de 6 hectares pour sortir 1160 logements en location-vente et en location simple. C'est la première phase des travaux de construction des logements sociaux sur ce site d'Akupezedji. Les fondations et sous-bassements sont presque achevés, les ébauches de l'ascenseur déjà visibles à certains endroits, les travaux de bétonnage sont en cours.
Le taux global des avancements est estimé pour l'heure à 6,5%. Les travaux avancent bien et c'est parce que les travaux avancent bien que nous pouvons prévoir le lancement de la souscription dans quelques semaines. Parce qu'il est important que ce soit concomitant. En même temps que nous allons lancer la souscription pour les logements sociaux, en même temps que les Ivoiriens vont s'inscrire, en même temps il faut que le chantier puisse bien avancer. La visite se poursuit au rythme vrombissement des machines et au tissage des fers par les ferrailleurs. Par ailleurs, il rassure les populations quant au site de Yopougon-BAE. Ce chantier ne peut pas être abandonné. Cela est totalement impossible. Et de rappeler aussi qu'avant de venir ici, j'ai effectué une réunion avec la BADIA, la Banque arabe, qui nous apporte son assistance. Et une tranche de 37 milliards a été décaissée récemment pour démarrer les travaux de Yopougon-BAE. Cela veut dire simplement que dans les jours qui viennent, les Ivoiriens pourront constater l'effectivité du démarrage des travaux de la BAE. Les travaux ont démarré en janvier 2025. Au total, 59 bâtiments seront construits sur cet espace total de 12 hectares pour un financement d'environ 46 milliards de francs CFA. Et qui dit maison dit aussi éducation. À Pricro, dans la localité de Babakro, une école primaire et un foyer des jeunes viennent d'être inaugurés par les cadres de l'IFU. Deux infrastructures qui ouvrent de nouvelles perspectives, notamment scolariser davantage d'enfants et canaliser la jeunesse loin des dérives. Reportage Jean-Marc Djadji, Ibrahim Sissé. C'est dans une ambiance festive que les populations de Babakro, localité située dans le département de Pricro, ont réceptionné un bâtiment de 3 classes avec bureau de directeur et un foyer des jeunes. D'une valeur totale de plus de 40 millions de francs CFA, ces infrastructures sont à l'initiative d'Abdoul Awassa, Arlette Badoum-Guessan et des cadres de la région de l'IFU. C'est parce que le pays est en paix, c'est parce que Babakro est en paix. Donc nous demandons aux jeunes de regarder dans la même direction que nous. C'est ensemble qu'on peut réussir le développement. Une action de développement saluée par les populations et les autorités administratives de la région de l'IFU. Avant, pour le travail, c'était très difficile au niveau des élèves. Aujourd'hui, je crois bien que les enfants vont asseoir 2 à 2 pour vraiment acquérir le savoir. Nous disons un grand merci. Offrir aux élèves un cadre d'apprentissage sain et inspirant est un devoir pour toute société qui souhaite construire un avenir meilleur. Cette école primaire renouvelée est un lieu d'espoir, de savoir et de transformation que je vous invite, chère population et responsables éducatifs, à prendre soin. Plus d'une centaine de chaises et tables bancs ont été également offerts aux élèves de Babakro, suivis d'un planting d'arbres. Ici à Abidjan, la salle de l'ENCA a vibré au rythme des chiffres et des équations. La 2e édition de la Nostalgic Mathematics Day a permis de démystifier une discipline souvent redoutée tout en l'arrimant à des enjeux actuels comme l'intelligence artificielle. Une rencontre conviviale qui a rapproché experts et grand public. Reportage Abigail Niava, Jean-Luc Bongbo et Williams Begré. Comprendre les mathématiques autrement. C'est le pari de la Nostalgic Mathematics Day qui vient de tenir sa 2e édition à l'École nationale supérieure d'économie appliquée d'Abidjan. Nous avons découvert de nouvelles notions mathématiques. Alors j'invite mes camarades à s'intéresser davantage à ce genre d'activités. C'est en soi une belle initiative dans la mesure où elle permettra de faire la promotion des mathématiques et de permettre à ce que nos cadets puissent avoir cet amour des mathématiques et qui sait faire de grandes choses. Objectif affiché, démystifier et valoriser les mathématiques, mais aussi offrir un espace d'échange entre experts et grand public. Il faut des mathématiciens pour que tous les systèmes que nous manipulons fonctionnent correctement. Il ne faut pas se décourager, il faut continuer à persévérer. Et il y a plusieurs façons de faire des mathématiques. Ce n'est pas forcément de faire des sciences pures et dures. Il y a des mathématiques appliquées, il y a la communication des mathématiques, il y a la vulgarisation des mathématiques. Les débats ont mis en avant des thématiques très actuelles. Intelligence artificielle, mathématiques expérimentales. Des sujets qui traduisent l'utilité de la discipline dans un monde marqué par la transformation numérique. Au niveau de la Société mathématique de Côte d'Ivoire ou même au niveau de l'Institut mathématique, c'est nos activités d'essayer de vulgariser les mathématiques
et aussi de rapprocher les mathématiques de la population. La nostalgique Mathematics Day s'affirme ainsi comme un pont entre passionnés, chercheurs et citoyens. Un rendez-vous pour redonner aux mathématiques leur place. Toujours sur la connaissance, mais dans un registre pratique cette fois. Un atelier de formation a réuni étudiants et professionnels autour du thème « Apprendre à apprendre ». L'objectif, c'est d'offrir aux participants des clés pour mémoriser et mieux exploiter le savoir dans leur vie professionnelle et personnelle. Reportage Marina Menzan dans un commentaire de Jean-Marc Djadji. Apprendre une leçon, c'est une chose, mais savoir apprendre, c'en est une autre. C'est tout le sens de ces réflexions sous le thème « Apprendre à apprendre », une initiative de l'Association pour la croissance intellectuelle. Le but, développer l'autonomie des jeunes dans le domaine de l'apprentissage. Cet atelier qui a pour terme « Apprendre à apprendre », c'est un atelier qui va aider les jeunes à redéfinir leur méthode d'apprentissage. La plupart du temps, à l'école, on ne nous apprenait pas comment apprendre à l'université. Parce que l'université et le lycée, le collège, c'est un monde complètement différent. Donc on doit redéfinir encore notre méthode d'apprentissage. Je suis venue à l'atelier qui se nomme Apprendre à apprendre. C'est l'apprentissage efficace, c'est-à-dire comprendre vraiment ce qu'on apprend pour pouvoir le mettre en pratique dans la vie quotidienne. En tant qu'élève, je suis contente d'avoir participé à cet atelier. Ça m'a apporté un acquis. Cette initiative est à sa 4e édition. L'Association pour la croissance intellectuelle entend ainsi chaque année multiplier les sessions de formation à l'endroit des jeunes de Côte d'Ivoire. À présent, place à l'art. Et c'est la salle Anoumambo du Palais de la Culture qui nous reçoit. Elle a vibré lors de la finale du Clash Musical 2025. Comédien-chanteur et face aux artistes tradimodernes. Et après 6 rounds enflammés, le jury a tranché. Victoire des comédiens-chanteurs sous le signe de la paix et du vivre ensemble. Retour au Palais de la Culture avec Loseni Sissé, Evelyne Yao, Jean-Marc Djadji et Moussa Traoré. La salle Anoumambo du Palais de la Culture de Treichville a vibré au rythme de la finale de l'émission Clash Musical 2025. Une épreuve opposant les comédiens-chanteurs aux artistes tradimodernes. Dans les coulisses, les différents protagonistes se préparent. Nous sommes très heureux. Pour nous, c'est une grande première. Ça fait 2 à 3 fois que nous participons, mais nous tombons toujours au premier tour. Mais cette fois-ci, on s'est mis ensemble, on a fait un bloc, et que nous sommes venus pour gagner. Ceux qui nous prenaient pour morts, non, on ne peut pas tuer son papa. C'est nous qui sommes leur inspiration. C'est à partir de nous qu'ils s'inspirent. Donc on ne met pas. Nous sommes la source. Aujourd'hui, là, on vient prendre notre chose et puis on s'en va à la maison avec ça. On est là ce soir pour la victoire, bien évidemment, pour la finale de Clash Musical. Et on est vraiment prêts et on est sûr qu'on va partir ce soir avec la victoire, ça c'est clair. Enthousiaste, le public se prête au jeu des pronostics. Tradi moderne, non, ils vont gagner. Je pense que les artistes comédiens vont gagner parce que c'est les meilleurs actuellement. Selon moi, c'est les artistes comédiens qui vont gagner. Le magnifique, en cas de cas, Ramatoulaye et Willy Dombo, principaux chevaux de bataille des comédiens chanteurs, semblent faire l'unanimité auprès du public. Après 6 rounds de prestations, le jury composé de 5 membres tranche en faveur des comédiens-chanteurs vainqueurs de la compétition pour la 2e fois. Quand on dit artiste, comédien, quand on dit humoriste, on parle de créativité. Créativité, là, c'est chez nous. Mise en scène, c'est chez nous. Donc souvent, là, on peut faire plaisir aux autres, on va les laisser gagner. Voilà, mais cette fois-ci, il fallait qu'on monte, puisque nos adversaires en face nous ont parlé de terroir. Ils nous ont dit que la musique vient de chez eux. Bon, nous aussi, il fallait leur montrer que nous aussi, on vient de où ils viennent là. Ce qu'ils peuvent faire là, nous on sait faire, mais ce que nous on sait faire, ils ne peuvent pas le faire. Donc pour ça, on va garder la ceinture pendant 4 ans. Le Clash Musical 2025 a eu en compétition 6 groupes musicaux. Les comédiens-chanteurs, les Zouglouman, le coupé-décalé, le rap ivoire, les chanteurs mono et les tradis modernes. Placée sous le signe de la paix, l'émission des vacances Clash Musical de RTI 1 se veut avant tout un facteur de cohésion sociale.
De la musique à la paix. La présidentielle 2025 approche à grands pas. C'est prévu pour le 25 octobre prochain. Et à Abobo, le mouvement Zéro Victime a sensibilisé la jeunesse à la cohésion sociale. Une initiative dans une commune marquée par des tensions électorales passées pour éviter de nouvelles victimes innocentes et responsabiliser les jeunes. Reportage, Éric Goré. Composé essentiellement de jeunes, le mouvement Zéro Victime en période électorale a investi la commune d'Abobo pour sensibiliser au vivre ensemble, à la cohésion sociale et à la paix. Cette organisation non gouvernementale a pour objectif de préserver la jeunesse contre les violences pendant les élections. Le mouvement Zéro Victime est dirigé par Al-Mustafar, ancien leader de la galaxie patriotique, qui s'est donné pour mission de travailler à la réconciliation des fils et des filles de la Côte d'Ivoire. Le mouvement Zéro Victime continue sa route de sensibilisation pour ne pas que les gens viennent brûler notre pays. Pour des histoires d'élections. Alors nous lançons un message aux politiciens. Nous sommes un peuple uni, solidaire. Le mouvement Zéro Victime sera avec ce peuple uni et solidaire pour dire non à la violence. Les populations de la commune d'Abobo adhèrent pleinement à l'initiative. L'initiative Zéro Victime pour les élections est une bonne initiative. C'est par le président Al-Mustafar. Et si le président nous adhérons tous à cette vision-là, afin qu'au soir du 25 octobre 2025, qu'il y ait 0 mort en Côte d'Ivoire. Le mouvement Zéro Victime en période électorale compte, selon son président, 15 000 membres repartis sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Un même message à Yopougon où l'ONG Afrique Terre a rassemblé guides et religieux, chefs communautaires et populations pour prêcher la paix à moins de 2 mois de la présidentielle. Vous le voyez en image, en plus des mots, il y a eu des actes, distribution de kits scolaires aux enfants pour allier cohésion et solidarité. On voit cela dans nos prochains journaux avec Donald Conan, Jean-Marc Djadji et Jamasso. Même tableau à Agnibilé-Cros dans l'Indénié du Hablin où les chrétiens de la paroisse Saint-Joseph et Pou-Marie ont choisi l'arme de la prière, messe, chants et danses pour confier le pays à Dieu avec un appel fort, aller vers un scrutin électoral apaisé. Reportage Davis Oyo. Les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Joseph et Pou-Marie de Ndakro, réunis à l'occasion d'un culte en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Main dans la main, ils élèvent la voix vers le Seigneur pour un climat apaisé avant, pendant et après l'élection présidentielle. Nous avons prié aussi pour la Côte d'Ivoire, prié pour la paix, surtout pour la paix en Côte d'Ivoire. Intercéder auprès de Jésus pour que la paix vraiment règne en Côte d'Ivoire. On ne peut rien faire sans la paix. Et c'est pour cela qu'on ne fait que prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Et cette année, les élections vont se passer comme ailleurs, sans heurts, et qu'on va tous choisir notre président dans la paix. Un message soutenu par les hautes autorités spirituelles du diocèse. Nous savons que le prince de la paix fera quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Donc nous n'avons pas peur. La vie d'une seule personne est sacrée. À plus forte raison, la vie d'une nation. Donc le Seigneur ne nous laissera pas. On sait que le Seigneur sera avec nous. Il nous aidera. La Côte d'Ivoire retrouvera cette paix. Par ses prières, chants, danses et adorations, les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Joseph de Ndakro entendent apporter leur contribution pour la paix, gage de stabilité et de développement d'une nation. À l'international, direction les États-Unis, Donald Trump fait à nouveau parler de lui en piétinant les prérogatives du Congrès. Près de 5 milliards de dollars d'aide internationale annulée, dont plus de 3 milliards destinés au développement. Un procédé jugé illégal qui accentue la colère des démocrates et même l'agacement de certains républicains. Un bras de fer qui affaiblit encore la coopération internationale. Et puis en terre palestinienne, c'est la douleur qui domine à Gaza. Des experts de l'ONU dénoncent un crime odieux, les disparitions forcées de civils dont un enfant venu chercher de la nourriture. Plus de 1400 Palestiniens tués depuis mai autour des points de distribution. Les Nations Unies appellent Israël à mettre fin à ces exactions qui frappent une population déjà meurtrie par la faim
et la guerre. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la revoir sur RTI Play. À demain, 13h, pour le grand journal du dimanche.